ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs déceptions et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec un point commun, le Berry. Je suis très fier de recevoir un grand nom de la musique classique, Yves Henry. Yves débute le piano à 4 ans et demi, commence à passer des concours à 8 ans, puis rentre au prestigieux Conservatoire national de Paris à seulement 11 ans. À 22 ans, il remporte le Grand Prix du concours international Robert Schumann. Depuis, il parcourt le monde de concerts en masterclass. New York, Miami, la Chine, le Japon, la Pologne et surtout le Berry avec le village de Nohant où il devient en 2011 président du festival Chopin, l'artiste polonais ayant composé la majorité de son œuvre en Berry. Élevé au rang d'officier des arts et des lettres en 2010, honoré de la médaille Gloria Artis de l'État polonais, Yves collectionne les distinctions tout en restant d'une gentillesse et d'une bienveillance dans un monde très concurrencé. Il nous raconte sa rencontre avec le Berry, qu'il ne quittera plus. Il nous parle de pédagogie, de ses mentors, mais aussi de Mozart, de Gainsbourg, de Chopin. Il nous donne des conseils pour la concentration et la mémoire, et que vous soyez musicien ou non, vous trouverez de nombreux enseignements. Enfin, il nous livrera quelques anecdotes amusantes liées à des difficultés en concert. Allez, je ne vous en dis pas plus, et je vous embarque à la rencontre d'Yves Henry. Goodberry, c'est parti. Bonjour Yves. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureux de t'accueillir sur Goodberry. Pour préparer l'interview, je suis allé sur ta page Wikipédia qui était consacrée et j'ai lu que tu enseignais l'harmonie au Conservatoire national supérieur de musique à Paris. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? Mais en fait, c'est une discipline dans laquelle, c'est une discipline d'ailleurs qui est une des rares enseignées en France qui ne soit pas enseignée vraiment à l'étranger, en tout cas pas sous cette forme. Donc c'est un peu une spécificité française. Et donc au Conservatoire national, qui est cet endroit où on forme les musiciens professionnels vraiment au plus haut niveau international, c'est une discipline qui rentre dans le cadre des disciplines dites théoriques d'écriture, donc d'écriture musicale. Ça veut dire que si on se destine à écrire de la musique, c'est la discipline par laquelle on est obligé de passer. Qui dit harmonie, en fait, dit science du langage et des accords. En musique, souvent, quand un profane écoute de la musique, il retient surtout la mélodie. Mais en définitive, les accords, c'est ce qui est très très important parce que c'est ce qui dirige la phrase musicale. Et donc, savoir comment ces accords s'organisent, comment se fait quelque chose de cohérent qui fait que tout d'un coup, quelqu'un va entendre de la musique et il va comprendre quelque chose alors qu'il ne le connaît pas. Ça, c'est assez mystérieux parce que c'est un langage finalement qui peut être parlé par tous sans l'avoir jamais appris. Alors, pour que les professionnels sachent s'en servir, eux, il faut qu'ils l'apprennent, et c'est ce que j'enseigne. Et il y a une spécificité supplémentaire, c'est que dans cette classe, on apprend aussi à écrire de la musique dans les styles des grands compositeurs. C'est-à-dire qu'on a identifié dans l'histoire de la musique les quelques périodes où il y a vraiment des styles qui se forment grâce à l'apport d'un compositeur en particulier. Et aussi bien Mozart que Schumann, que Brahms, voilà, ça va jusqu'à Maurice Ravel. Et donc, les étudiants qui sortent de cette classe ont appris, en relativement peu de temps d'ailleurs, je suis toujours étonné par la capacité qu'ils ont à acquérir ça très vite, et ils ont appris à manipuler le langage qui a été créé par des grands musiciens, et donc à faire illusion, c'est-à-dire qu'on peut croire en écoutant ce qu'ils ont écrit que ça a été écrit ou par Schumann ou par Schubert, voilà. Donc c'est ça, l'harmonie, c'est la science des accords, et ce qu'on enseigne au conservatoire dans cette discipline où j'avais comme collègue encore il y a pas très longtemps Jean-François Zigel, et puis il a arrêté parce qu'il était trop accaparé par la télévision. Eh bien, c'est assez passionnant, hein, je dois le reconnaître moi-même. J'ai appris personnellement énormément dans la musique en enseignant cette discipline. Yves, parmi tes meilleurs élèves ou les jeunes très doués que tu vois en tant que jury lors de concours internationaux, parce que je sais que tu participes à beaucoup de jurys, j'aimerais que tu m'expliques comment tu fais la différence entre un très très bon pianiste et un pianiste exceptionnel. Je te pose la question car j'imagine qu'il y a des niveaux techniques qui sont très proches. Mais pourtant, qu'est-ce qui peut faire la différence ? On voit très bien d'abord ceux qui maîtrisent parfaitement l'instrument. Bon, ça c'est une chose. Et il y a ceux qui, je dirais, consacrent
99% de leur attention à bien jouer de leur instrument. Bon, et là on a affaire à des techniciens super, éventuellement même des virtuoses, c'est-à-dire des gens qui utilisent ça même pour, on va dire, subjuguer le public. Donc là, on est dans quelque chose qui, pour moi, qui est un peu dévié par rapport à l'art, c'est-à-dire qu'ils utilisent en fait la musique à leur profit, pour se mettre en valeur, tout simplement. Et ça a toujours existé, hein. Déjà à l'époque de Liszt et de Chopin, Chopin disait à Liszt, moi quand je joue, si les gens m'écoutent c'est bien, mais toi s'ils t'écoutent pas, t'as les moyens de les faire t'écouter. C'est-à-dire qu'il avait un abattage virtuose tellement impressionnant que c'était fascinant. Et c'est vrai qu'il y a un côté fascinant du virtuose, notamment au piano, mais au violon aussi, enfin dans tout instrument pratiquement, hein. Et donc ce qui va faire la différence, et c'est là où je pense que le public peut le ressentir aussi, c'est que tout d'un coup, moi je prends toujours cet exemple parce que je trouve qu'il est assez parlant. Si vous allez écouter un musicien, un concert, vous êtes assis, vous écoutez, et je dirais il y a plusieurs cas de figure. Soit tout d'un coup vous vous dites oh là là, qu'est-ce qu'il joue bien, c'est formidable, quel virtuose, etc. Bon, ça, c'est justement parce que c'est un virtuose, mais c'est aussi peut-être qu'un virtuose. Et quand c'est un vrai musicien, vous ne pensez plus à rien. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas dans l'admiration de ce qui se passe, mais vous êtes carrément ailleurs. Vous êtes dans un autre monde qui a été créé par ce musicien. Et ça vous fait oublier tout et vous pensez absolument à rien, vous êtes simplement dans la musique. Et quand la musique s'arrête, en général, il y a un moment pour redescendre sur Terre parce que ça vous a emmené carrément ailleurs. Là, évidemment, c'est ça qu'on recherche davantage. Mais néanmoins, les virtuoses ont toute leur place et ils sont assez fascinants et ils ont évidemment beaucoup de succès et c'est bien normal. Après, il y a une autre catégorie de gens, vous allez au concert par exemple, et puis vous entendez quelque chose qui vous intéresse, puis tout d'un coup vous vous dites zut, est-ce que j'ai bien payé mes impôts ce mois-ci? Enfin, vous pensez à autre chose, voilà. Et là, évidemment, ça veut dire qu'on décroche par moment. Et si on décroche, c'est qu'il y a quelque chose qui passe pas, qui n'est pas vraiment au point. Et moi, j'ai un autre petit indicateur que j'ai déjà testé plusieurs fois, c'est qu'évidemment, vous vous doutez bien que quand on joue d'un instrument, on ne peut pas en jouer sans faire la moindre erreur. C'est humain. Il n'y a que dans les enregistrements qu'il n'y a pas d'erreur, parce qu'on les a retirés. Mais dans les concerts, il y a toujours des erreurs. Sauf que il y a deux catégories d'erreurs. Quand tu vas au concert, tu entends tout d'un coup, il y a une fausse note qui te fait sursauter. Bon, si une fausse note te fait sursauter, c'est qu'en fait, elle est dans un univers qui est un peu factice et qui fait que cette fausse note montre qu'il est factice. Si rien t'a fait sursauter pendant tout le truc, c'est qu'en fait, il y a eu des fausses notes, mais tu les as pas entendues parce que elles sont dans un message musical qui est beaucoup plus cohérent et qui est beaucoup plus profond. Voilà. Donc tous ces petits indices-là nous permettent d'identifier entre guillemets avec plus ou moins de sûreté, parce qu'on se trompe aussi. Surtout, tu parlais des concours, les concours internationaux. Le concours, par définition, c'est quelque chose qui est pas normal dans le monde de la musique. On ne devrait pas concourir. Face à un chronomètre, on peut savoir qui va plus vite, mais dans une œuvre musicale, c'est difficile. Il y a tellement de cultures différentes, de paramètres, de tout ce qu'on veut. Et en plus, c'est un moment donné, c'est-à-dire, voilà, c'est très très bref. Quelqu'un va jouer, il va jouer même dans les grands concours internationaux, il y a plusieurs épreuves pendant plusieurs semaines, mais au début, à la toute première épreuve, il va jouer 15 minutes. Et bien, dans ces 15 premières minutes, peut-être on le réentendra jamais parce qu'il n'a pas été bon ce jour-là, à ce moment-là. Donc, il y a aussi quand même cette incertitude. Et donc, c'est le rôle des mentors ou des grands maîtres de donner ces clés-là ? Oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, il y a toutes ces clés dans l'enseignement qui sont essentielles. Voilà. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde beaucoup plus, comment dirais-je, spécialisé. C'est-à-dire que dans la musique, au XXe siècle, quand on formait un musicien, il pouvait aussi bien être chef d'orchestre, pianiste, alors pas jouer de plusieurs instruments, mais au moins être soit instrumentiste, mais il pouvait aussi diriger un orchestre, il pouvait aussi composer de la musique, et je dirais même, si on remonte à l'époque de Chopin, Pleyel, qui était le grand facteur de piano au début du 19e siècle, et sur les pianos desquels Chopin jouait, eh bien, au départ, il était compositeur, il était éditeur de musique, donc il composait, il jouait, il éditait la musique, il fabriquait les instruments. Donc, bon, on n'en est plus là, hein, maintenant.
Mais quand même, on s'est trop spécialisé à mon avis, ce qui fait qu'on a par exemple, on a des pianistes qui sont que pianistes, ils savent pas écrire une note de musique. Donc c'est là où il y a un danger, parce que ne sachant pas écrire de musique, il y a de fortes chances pour qu'ils ne sachent pas exactement comment elle est fabriquée ni comment elle fonctionne. Donc ça devient des super techniciens de l'instrument, mais complètement déconnectés de la réalité de la musique. D'accord. Tu as eu des mentors, toi? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai eu plusieurs mentors, et ça, c'est évidemment la grande chance, et qui vient dans la vie par des rencontres et par. D'abord, j'ai eu un premier professeur qui était très compétent. Et quand j'ai commencé, j'avais 4 ans et demi, hein, donc. Mais ma mère était musicienne amateur et mon frère est violoniste aussi, donc elle nous a fait tout de suite commencer avec des très bons professeurs, parce qu'elle savait que la musique, c'est quelque chose de très rigoureux qui s'apprend avec beaucoup d'efforts, et avec des bons professeurs. Donc, dès le début, j'ai eu un bon professeur qui était assistant au Conservatoire national. Et ensuite, je suis rentré très tôt aussi au conservatoire, puisque j'y suis rentré à l'âge de 11 ans. Donc, ce qui était très tôt. Et j'étais dans la classe d'un grand maître qui s'appelait Pierre Sancan, qui n'est pas très connu du grand public, parce qu'il ne jouait pas énormément, mais c'était un très grand pédagogue qui a formé énormément de grands pianistes. Et ensuite, et c'est là où on arrive aussi à la région ici du Berry, tout à fait par hasard, quand je suis sorti du conservatoire, je suis venu jouer ici à Sainte-Sévère, donc dans ce petit village de l'Indre, qui est à 10 km de La Châtre, à 15 km de Nohant. Et moi, je ne connaissais pas du tout le Berry, et je ne devais pas venir d'ailleurs jouer. J'ai remplacé un de mes collègues qui venait d'avoir son prix du conservatoire en même temps que moi, et c'était en 76, c'était l'année du centenaire de la naissance, du centenaire de la mort, pardon, de Georges Sand, et le directeur artistique du festival de Nohant de l'époque, qui s'appelait les Fêtes Romantiques, et lui s'appelait Jean Darnel, il est mort il y a très peu de temps, et il a eu cette idée à l'occasion de ce centenaire, de créer une petite série de concerts pour les jeunes qui sortaient du conservatoire, pour les aider à se faire connaître, etc. Et c'était dans des tout petits lieux du Berry. Alors voilà, Sainte-Sévère, c'était les ruines du château de Cluy, c'était voilà, des endroits comme ça. Et ce premier concert que j'ai fait, il était enregistré, et le directeur artistique, qui était très ami avec Aldo Ciccolini, grand pianiste, lui a fait écouter l'enregistrement, et il m'a appelé 2-3 jours après en me disant, voilà, Aldo Ciccolini voudrait te faire travailler. Alors bon, en général, c'est plutôt l'inverse. On essaye de... Bon, et ça s'est passé comme ça. Et j'ai travaillé pendant 3 ans avec lui. Et ensuite, alors là, c'est vraiment, on peut dire, un mentor, parce que j'étais déjà sorti du conservatoire, donc j'étais déjà formé dans beaucoup de modèles. Et c'est quand même lui qui m'a apporté une vision un petit peu différente. Voilà. Mais c'était vraiment un pédagogue extraordinaire aussi, en plus d'être un grand concertiste qui a joué jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à 89 ans. Il était sur scène. Il était revenu à Nohant. Voilà, il était revenu à Nohant, dont il était très proche, et il a donné un de ses derniers récitals d'ailleurs à Nohant. Et puis alors, il y a aussi les gens avec lesquels on joue dans la vie, parce que ça, quand on est musicien, on s'enrichit beaucoup aussi de l'expérience professionnelle qu'on peut avoir en jouant avec d'autres. Et c'est quelque chose que les gens ne savent pas toujours. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend au conservatoire, et des choses qu'on apprend par l'expérience des concerts, du public, etc. Et puis il y a des choses qu'on apprend tout d'un coup en jouant avec un autre, parce que tout d'un coup on comprend quelque chose. Et j'ai eu la chance, et ça c'était un mentor, il est lui aussi décédé il y a peu de temps, on en a parlé mais pas assez à mon avis, c'était un violoniste, c'était Ivry Gitlis. Ivry Gitlis c'était un grand violoniste, il est mort là, il avait 99 ans, hein, donc il jouait plus naturellement. Mais j'ai eu la chance, et là aussi c'est le hasard, hein, parce que je devais jouer au Théâtre du Châtelet à Paris en 81 dans une série qui s'appelait Les Grands Interprètes et Jeunes Talents. Bon, à l'époque j'étais le jeune talent, et je devais jouer avec un grand violoniste qui s'appelait Christian Ferras. Et ce grand violoniste, Christian Ferras, n'a pas pu assurer le concert parce qu'il avait des graves problèmes de santé. Et donc c'est Ivry Gitlis qui a été désigné pour le remplacer. Et moi je le connaissais bien sûr de réputation, mais j'avais jamais joué avec lui. Et c'était un personnage incroyable, en dehors du fait d'être un grand violoniste, avec une humanité, avec une façon d'envisager le concert. Il parlait tout le temps au public, il avait créé ce festival à l'avance, etc. Bon, c'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Et j'ai joué pendant 15 ans avec lui. Donc, de ce concert que je ne devais pas faire, eh bien, pendant 15 ans, j'ai joué avec lui à peu près dans je ne sais pas combien d'endroits en France, mais aussi à l'étranger, jusqu'au Japon. De ce concert à Sainte-Sévère que je ne devais pas faire, je suis maintenant dans le Berry. Donc, c'est amusant parce que c'est là où on voit que les rencontres aussi sont déterminantes
par rapport à un itinéraire de vie, quoi. Pour revenir à la pédagogie, Yves, les grands artistes classiques ont une capacité à être concentrés le temps du concert. Est-ce que ça aussi, ça s'apprend ? Alors, je pense qu'effectivement, ça s'apprend parce qu'on voit très très bien que la faculté de concentration, d'arriver à se mettre dans un état, pas second, mais enfin un état assez spécial quand même, c'est quelque chose qui s'acquiert parce que c'est pas naturel dans la mesure où on voit très bien que les jeunes artistes, par exemple, qui n'ont pas cette expérience, ils sont énormément soumis à ce qu'on appelle le trac, jusqu'à quelquefois ça puisse les priver de leurs moyens. Enfin bon, et on voit très bien que plus on est habitué à aller sur scène, moins on a ce trac et plus on a cette faculté de concentration, et qui d'ailleurs fait que même si on a une certaine appréhension qui reste toujours avant le concert, avant le moment où ça va commencer, selon les circonstances, c'est plus ou moins le cas, mais ça peut rester. En revanche, dès qu'on est sur scène et dès qu'on a commencé, voilà, on est dans autre chose et on n'est pas dans un état de normal, je dirais. Voilà, et c'est un état de concentration assez spécial. Et alors, moi, j'ai remarqué aussi une chose tout à fait vraie d'ailleurs, c'est qu'il se produit pendant la durée d'un concert et à la faveur de cette concentration, certainement des échanges chimiques dans le cerveau qui font que plus on avance dans le concert, plus on se régénère. Et moi, j'ai vu des cas absolument extraordinaires d'artistes très âgés, parce que les pianistes, souvent, alors je touche du bois, j'espère bien y arriver, mais jouent jusqu'à un âge vraiment canonique. Hein. Il y en a qui ont joué jusqu'à 100 ans. Mais par exemple, j'ai 2 cas. On parlait d'Aldo Ciccolini. Ciccolini, quand il a fait son dernier concert à Nohant, c'était en 2014, et il est mort l'année suivante, et il était... On peut dire, quand on le voyait marcher dans la cour, avant d'arriver dans la salle, c'était un vieillard. Il y avait quelqu'un qui le tenait par le bras, il avait une canne. Quand il était sur scène, il avait une canne pour aller jusqu'au piano, et puis il l'accrochait, et ensuite il s'asseyait. Bon. Mais quand il commençait à jouer, c'était plus du tout un vieillard. Alors, ça l'était peut-être un tout petit peu encore au début, mais plus on avançait dans le concert, et moins ça l'était. Et il y a eu d'ailleurs une chose extraordinaire à la fin du concert, c'est qu'il est ressorti plusieurs fois, puis il a refait des bis. Et la dernière fois, il est reparti sans sa canne. C'est-à-dire qu'il était redevenu un jeune homme. Et j'ai vu un autre artiste comme ça qui s'appelait Vlado Perlemuter, qui était d'origine polonaise, mais qui vivait en France depuis très longtemps, qui était un grand spécialiste de Ravel. Il avait travaillé avec lui d'ailleurs pendant 6 mois. J'avais eu la chance de rencontrer Vlado Perlemuter et je l'avais invité à jouer aussi en récital dans un festival. Et au début de ce concert, il devait jouer la sonate de Beethoven qui s'appelle Les Adieux. Cette sonate a 3 mouvements, les adieux, l'absence et le retour. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que quand il a commencé les adieux, on a cru qu'il jouerait jamais la suite. Et quand il est arrivé à la fin de la sonate, il était déjà en bien meilleure forme. Et je me souviens, il a fait une deuxième partie dans laquelle il y avait 4 ballades de Chopin, et c'était extraordinaire. Donc, dans ce moment du concert, et par la concentration, mais je pense par ce qui se passe physiquement, mais sûrement plus encore cérébralement, il y a des choses intéressantes. À mon avis, qui serait intéressante à regarder de près pour les médecins. Je vais continuer sur la pédagogie. Quelle œuvre, toi, tu conseillerais d'écouter pour les gens qui ne sont pas habitués à la musique classique, mais qui voudraient faire l'effort de la découvrir? Est-ce que tu as une porte d'entrée? Alors, je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Aujourd'hui, on parle beaucoup des musiques classiques qui ont été diffusées d'une manière un petit peu inhabituelle, c'est-à-dire que les gens avec des morceaux avec lesquels les gens ont pu se familiariser parce qu'ils les ont entendus dans d'autres contextes sans aller au concert. Donc c'est des musiques classiques qui ont été utilisées pour le cinéma, qui ont été utilisées pour la publicité. Et il y en a énormément qui ont été utilisées. Là, on parle beaucoup de Serge Gainsbourg en ce moment, mais Gainsbourg a fait ça énormément. Il a réutilisé des musiques classiques parce qu'il était pianiste, il jouait très bien lui-même. Et il a réutilisé certains morceaux dont aujourd'hui... on croit que c'est une chanson de Gainsbourg, mais en fait, au départ, c'est un prélude de Chopin, c'est un mouvement de Khachaturian, voilà. Donc ça, c'est une porte d'entrée actuelle qui est assez facile
parce que ça peut rappeler quelque chose qu'on connaît. Et puis, une porte d'entrée plus traditionnelle, mais je pense qui est tout à fait justifiée, c'est que il faut que ce soit des musiques qui sont assez séduisantes. Et les deux plus grands compositeurs de musique classique qui sont les plus séduisants et d'ailleurs les plus universellement reconnus et admirés et appréciés, ce sont Mozart et Chopin. C'est-à-dire que si on écoute un air de Mozart, si on écoute une valse de Chopin, ben voilà, on va entendre une musique qui est séduisante, qui vous parle, parce que ce sont deux compositeurs, même s'ils sont de périodes bien différentes. Mozart est quand même quelque part un classique, mais dans sa musique, il y a aussi déjà tous les sentiments qu'on va entendre dans la musique romantique. Donc, ce sont des choses qui peuvent toucher. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui découvrent la musique par la musique baroque, parce que le mouvement de musique baroque a réintroduit dans cette musique un aspect très nouveau, très vivant, qui a retiré un peu la chape de plomb qu'il y avait sur cette musique, qui était un peu empesée, un peu empoulée, et maintenant qui est une musique très brillante, très vivante. Je pense qu'il faut que ce soit des musiques qui soient soit émouvantes, soit très vivantes. Donc, partant de là, il y a quelques compositeurs qui s'y prêtent mieux que d'autres, c'est certain. Mozart et Chopin. Mozart et Chopin, voilà. Tu dirais que la musique de Mozart était populaire en son temps ? Alors, la musique de Mozart, oui, je pense qu'elle était populaire déjà en son temps, mais je parle plus de la source d'inspiration. Et la musique de Mozart, en fait, elle est bien sûr souvent une musique de commande, hein, parce qu'il était au service des princes, hein, bien entendu. Mais il faisait quand même un peu ce qu'il voulait. Aussi, et je dirais que voilà, je commencerai pas forcément pour quelqu'un, je commencerai pas forcément par les variations Goldberg de Bach, qui est une œuvre merveilleuse, mais bon, hors contexte, on a un peu de mal à suivre tout ça, alors que je pense qu'on peut très bien être touché par un air de Don Giovanni, on peut être de Mozart ou même par un extrait du Requiem. Enfin, ce sont des choses qui touchent immédiatement, quoi. Je suis d'accord. On va, si tu le veux bien, quitter le professeur pour découvrir le pianiste. Oui. Maintenant. Tu as un souvenir d'enfant de tes tout premiers cours de piano ? Ah oui, bien sûr. Oui, je me souviens très 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 bien. Je m'en souviens d'autant mieux d'ailleurs que mon professeur habitait au 6e étage et qu'il fallait monter les 6 étages déjà pour arriver. Et je me souviens qu'elle habitait un tout petit, mais alors vraiment, on sait que l'immobilier parisien aujourd'hui est intouchable, mais ça devait déjà l'être à l'époque parce qu'elle habitait un tout petit appartement minuscule dans lequel il y avait un petit piano quart de queue, mais qui touchait presque les murs de chaque côté. Et je me souviens très bien d'une chose en particulier. Enfin, de plusieurs choses. Je me souviens qu'il y avait une vitrine quand même, dans laquelle il y avait une multitude de pianos miniatures en porcelaine, de tout ce qu'on veut. Donc ça, c'était le côté un peu kitsch. Et le côté plus musical et plus important, bien sûr, c'était que quand mon professeur, donc, qui s'appelait Jacqueline Dussol, qui était une dame vraiment extraordinaire, était contente de ce que j'avais fait, parce que j'allais la voir à peu près tous les 15 jours, eh bien, on avait le droit de faire un 4 mains à la fin. C'est-à-dire qu'on déchiffrait une partition à 4 mains. Et ça, pour moi, c'était vraiment la récompense. Ouais. Bon, en fait, j'y avais droit à chaque fois parce qu'elle était toujours très contente de ce que je faisais. Donc, c'était, je dirais, que des bons souvenirs. Voilà. Quel genre d'enfant t'étais ? Oh, bah, très discipliné, je pense. Je crois que j'ai suivi toujours, voilà, parce que très très jeune, donc j'ai commencé à 4 ans et demi, et je me souviens quand même qu'à l'époque, notre mère nous faisait quand même faire des lectures de notes le matin avant le petit déjeuner, donc c'était quand même à haute dose, on peut dire, dès le début. Et à l'époque, j'habitais à Dijon, et on avait le droit d'aller se promener le dimanche que quand on avait déjà travaillé l'instrument, fait tout ce qu'il y avait à faire, et la promenade, c'était vraiment en bout de course. Ouais. Pendant ces années d'études, tu parlerais de sacrifice ? Non, parce que je dirais que non, comme c'est vrai quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit oulala, effectivement, on comprend mieux comment ça a pu se cristalliser aussitôt, hein, parce que c'est quand même un itinéraire qui commence à 4 ans et demi et à 11 ans déjà dans un établissement professionnel. Ça prouve que les choses sont allées très vite d'une part et que d'autre part, ça n'a pas laissé beaucoup de place pour le reste, évidemment, mais sans doute que c'était compensé par des satisfactions d'un autre ordre, puisque je me souviens très très bien que, évidemment, on passait déjà des concours dès l'âge de 8 ans, 9 ans,
et que ces concours, quand on les gagnait, tout le monde était content. Il y avait des auditions, des petits concerts, toutes ces choses-là, évidemment, que les autres petits camarades d'école ne faisaient pas. Voilà. Donc il y avait un peu moins de temps consacré à d'autres choses et une polarisation quand même assez importante autour de la musique, ça c'est sûr. Mais enfin bon, on peut pas parler vraiment de sacrifice dans la mesure où c'était pas non plus ça marchait bien, donc ça aurait sans doute été ressenti différemment si ça avait été plus douloureux avec un travail. Le travail était intensif, mais moi c'est ce que je dis toujours, c'est que quand on vous fait écouter de la musique très très jeune, tout le temps, que vous en faites tout le temps et que vous êtes dans des bonnes mains, les choses avancent très facilement finalement. Et étymologiquement, on dit jouer de la musique. Oui. C'est un jeu. Oui. Et c'est d'autant plus un jeu quand on arrive à passer facilement les obstacles qu'on met devant vous. Parce que c'est aussi ça, l'enseignement, et c'est sans doute ça qui est d'ailleurs le plus difficile à maîtriser. Souvent, les gens me disent « Ah, mais vous ne pourriez pas me conseiller un professeur pour mon enfant, etc. » C'est très, très délicat, parce qu'il faut que le professeur soit suffisamment fort et intéressé par ce qu'il fait pour savoir toujours à quelle hauteur placer la barre. Et si la barre est placée trop haute, on échoue. Si elle est placée trop basse, c'est trop facile. Donc, c'est très délicat. Est-ce que ça a été compliqué pour toi d'avoir une passion qui est plutôt intime, de la musique classique, qu'on ressent vraiment personnellement, et le fait après de se produire sur une scène en pleine lumière, d'être le point d'attention de toute une salle, tu vois? Non, en fait moi je me souviens, ça fait quand même maintenant 58 ans que je fais du piano. Mais ça doit faire à peu près 55 ans que je fais du piano quelque part sur scène ou devant des gens. Donc pour moi, c'était quelque chose de très naturel. Et j'ai même, je dois avouer, à une certaine époque, j'avais du mal à imaginer même qu'on puisse avoir le trac. Ça me paraissait quelque chose voilà, pas vraiment logique. Parce que quand on a l'habitude de jouer, en fait, c'est plaisant. Alors après, c'est pas non plus qu'un long chemin tranquille, parce qu'il y a quand même, c'est très difficile. C'est un milieu extrêmement concurrentiel, c'est certain. Et beaucoup d'ailleurs de collègues de cette génération des années 70 ont disparu. Certains se sont suicidés. Enfin, c'est un monde assez impitoyable quand même. Donc moi, j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir une évolution qui me satisfasse dans ce domaine, parce que je fais à la fois ce que j'aime, je le décline en plus sur différentes manières, puisque je suis à la fois interprète, mais de temps en temps je compose de la musique, de temps en temps je joue celle des autres, de temps en temps je fais de la musique de chambre, j'enseigne, donc je transmets aussi, j'anime pas mal d'associations, donc je consacre, en fait, on peut dire que je fais que ça, mais décliné sous des formes diverses. Donc, ça n'est jamais fastidieux ou répétitif. Donc ça, c'est important aussi, parce que je pense que malheureusement, il y a quand même un aspect qui est assez redoutable dans ce métier aussi. C'est celui de reproduire un peu aux quatre coins de la planète la même chose. Et de monter dans un avion un peu sans y réfléchir au bout d'un moment. Bon, en ce moment, on monte beaucoup moins dans les avions, on a plus le temps de réfléchir. Mais néanmoins, c'est quand même délicat. Et moi, je me souviens, ça m'est arrivé justement une fois au Japon dans un concert que je faisais. C'était sans doute lié au décalage horaire d'ailleurs, et puis au fait que je jouais pas toujours les mêmes programmes. Et je suis arrivé au piano, donc j'ai répété, j'ai fait avant le concert, et puis au moment du concert, je suis arrivé, le public était là, je suis installé au piano, et là, j'ai passé 1 minute à essayer de me souvenir quelle était la première pièce que je devais jouer dans ce concert. Je ne savais plus du tout. Alors je savais ce que j'avais à jouer, mais je ne savais plus laquelle était la première. Et j'ai cherché, j'étais obligé de sortir dans la coulisse. Les gens se sont demandé ce qui se passait et pour aller voir quelle était la première pièce du programme. Voilà, parce qu'on arrive à des moments. Alors c'est pas qu'on n'est pas capable de jouer, c'est simplement qu'on a un mélange de choses dans la tête qui se produit et qui fait que. Voilà, c'est pour ça je dis quand même que la vie de musicien, si elle est trop axé uniquement sur une chose et un peu à l'extrême, comme on le voit beaucoup, il y a beaucoup d'interprètes qui font que ça, ils tournent aux quatre coins de la planète en permanence, et c'est sûr que ça peut produire quand même des effets un peu néfastes.
Et si tu n'avais pas été pianiste, quel aurait été ton instrument de prédilection ? Pas le violon en tout cas, parce que mon frère en joue et j'ai eu l'occasion de voir que c'était pas facile. Je sais pas, le piano c'est quand même un instrument qui permet de jouer tout, donc, mais celui qui me semblerait le plus séduisant, c'est peut-être le violoncelle, parce que c'est plus accessible d'un point de vue physique. On a l'impression quand même que c'est quelque chose de plus naturel que le violon, par exemple. D'un point de vue aussi de la tessiture, c'est un instrument qui se rapproche beaucoup de la voix humaine, donc, et c'est un instrument qui me semble assez naturel à jouer, et qui a un répertoire aussi assez formidable. Bon, ma fille sera ravie. Et vu le volume et le poids d'un piano à queue, tu ne joues pas donc en concert avec ton propre instrument, contrairement à un violoncelliste ou à un clarinettiste. Ça change quelque chose ? Alors oui, ça change beaucoup de choses, et je dirais que la première fois que j'ai utilisé, parce que je l'ai fait quand même à une époque d'utiliser mon piano en concert. Donc quand j'ai utilisé ce piano, je me suis rendu compte qu'en fait, selon les lieux, non seulement bien sûr la sonorité n'était pas tout à fait la même, parce que ça dépend des salles, mais aussi la façon dont il réagissait. C'est-à-dire que la mécanique, alors que c'est pourtant le même piano, eh bien en fonction du son, la mécanique semble plus lourde ou plus légère. Donc, ce qui veut bien dire que c'est pas tellement utile d'emporter son propre piano, beaucoup plus utile en vérité d'emporter son propre technicien qui va pouvoir régler n'importe quel piano à peu près comme vous le souhaitez. Bon, je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que comme ça fait à peu près une vingtaine d'années que je m'intéresse au piano de l'époque romantique, je joue sur toutes sortes d'instruments. Chez moi, j'ai 13 pianos. Donc sur ces 13 pianos, il y a 9 pianos à queue. Ils sont tous d'époques différentes, de marques différentes, de périodes différentes de l'évolution du piano. Ils sont tous complètement différents. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que le piano viennois de 1871 correspond parfaitement à la musique de Brahms, que le piano Pleyel de 1840 correspond parfaitement à la musique de Chopin, que le Pleyel des années 1910 correspond parfaitement à la musique de Ravel. Donc chacun a sa propre culture et correspond mieux quand même. Et donc j'ai une faculté maintenant d'adaptation à tous les instruments qui font que j'ai bien sûr étudié la façon dont fonctionnent toutes ces mécaniques. Et tu pourrais nous parler d'un moment difficile en concert, et tu pourrais nous expliquer comment tu t'en es sorti ? Oui, je peux. Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs moments difficiles. Celui dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est tout de plus souvenir quelle est la première pièce du concert. C'est tout à fait. C'est pas dramatique, mais c'est original. Et je peux vous dire que c'est pas agréable. Ensuite, quand j'avais, je crois, 15 ans, j'ai joué avec orchestre dans une académie d'été qui était à Saint-Jean-de-Luz, où je jouais le premier concerto de Beethoven, que j'avais joué déjà à l'âge de 11 ans, à l'âge de 12 ans, à l'âge de 13 ans, donc je le connaissais sur le bout du doigt. Et puis, je ne sais pas pourquoi, c'est un concerto donc, qui a 3 mouvements, et dans le final, il commence par le piano tout seul, et puis il y a ensuite l'orchestre qui reprend, et après il y a à nouveau le piano. Et donc, j'ai attaqué, après on avait très très bien joué le premier mouvement, deuxième mouvement, attaqué le final, et j'ai écouté le tutti de l'orchestre, et puis tout d'un coup, plus rien. L'orchestre s'est arrêté, parce que c'était autour du piano, sauf que j'avais oublié de jouer. Parce que j'écoutais, je sais pas, j'étais distrait, j'étais pas concentré, parce que c'était une œuvre que je connaissais tellement bien. Voilà, donc ça fait partie aussi des moments un peu extraordinaires. Bon, c'est des circonstances aussi particulières. Et comment tu as réagi ? Oh ben là, le chef est venu me voir. En plus, c'était pas n'importe quel chef, c'était un grand chef qui s'appelait Pierre Dervaux. Donc c'était un grand monsieur. Il est venu me voir, il m'a dit ça va mon petit. Et puis on a repris le final. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Non, il peut se passer toutes sortes de choses. Par exemple, je me souviens aussi d'un concert que je donnais dans le Luberon. L'été, festival du Luberon, dans une église, je crois que c'était l'église de Goult, qui est un très très joli village du Luberon, dans lequel il y avait un festival, on faisait une semaine de piano. Et puis ce jour-là, il y avait un orage absolument incroyable, et je jouais une pièce qui s'appelle Gaspard de la nuit, de Ravel, au moment où l'orage a commencé vraiment à se déchaîner. Alors on voyait les éclairs autour, etc. Donc ça correspondait assez bien à la musique. Et puis, tout d'un coup, l'éclairage a vacillé une ou deux fois, puis il est revenu, heureusement. Mais à la troisième fois, il a disparu complètement.
Et là, et moi j'ai continué à jouer parce que vous vous doutez bien que quand on joue du piano toute la journée, on sait quand même où sont les touches, donc on n'a pas forcément besoin de regarder où elles sont. Et donc j'ai continué à jouer cette pièce qui est en plus une pièce virtuose très très, très compliquée jusqu'au bout. Et à l'extérieur, les événements étaient déchaînés. Il faisait nuit, on voyait des éclairs. De temps en temps, on apercevait le public. Enfin, le public devait m'apercevoir aussi. Donc, c'était absolument extraordinaire. Les gens en ont gardé un souvenir incroyable. Voilà, il se passe des choses comme ça de temps en temps, un peu inhabituelles et qui font, voilà. Je rebondis sur le fait que tu peux jouer dans la nuit et par cœur. Est-ce que tu as une méthode pour travailler cette mémoire ? Ah oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de réfléchir à la possibilité de faire un site internet dédié aux musiciens et expliquant un certain nombre de choses sur certains domaines. Et donc, la mémoire, c'est évidemment une des choses les plus essentielles pour les musiciens et sans doute aussi des plus fascinantes pour le public, en se demandant toujours, mais comment vous faites pour retenir toutes ces notes ? Et c'est vrai que on a des milliers et des milliers et des milliers de notes qui sont enfermées dans la boîte crânienne et dans le bon ordre si possible. Et donc il y a bien sûr non seulement des façons de travailler, mais il y a surtout, il faut avoir une connaissance du fonctionnement de la mémoire et des mémoires, parce qu'on a plusieurs mémoires qui fonctionnent ensemble. Pour faire très simple, tout le monde a... Par exemple, tout le monde a une mémoire auditive capable de reconnaître un air qu'il a déjà entendu. Donc, cette mémoire auditive, évidemment, si elle est beaucoup développée, elle va être très, très importante. On a une mémoire qui est sans doute la plus fascinante, c'est la mémoire digitale. C'est-à-dire que, et ça, tous les gens qui font un petit peu de musique en amateur s'en sont rendus compte un jour ou l'autre, c'est que s'ils déchiffrent une partition un petit peu en tâtonnant et qu'ils font une erreur d'altération, donc ils jouent une fausse note, on va dire, à un moment, eh bien, cette fausse note reviendra toujours. Ce qui montre une chose incroyable et vraie, c'est que tout ce qu'on vit est mémorisé en permanence. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et donc, si vous ne faites pas suffisamment attention quand vous apprenez quelque chose, eh bien, vous risquez de créer des nœuds ensuite dans la mémoire parce qu'il faut créer des circuits qui contournent ces erreurs. Et là, ça complique énormément. Donc, il y a plein de choses comme ça. On a aussi une mémoire analytique, c'est-à-dire plus on va avoir compris comment une œuvre est faite, plus on va pouvoir la mémoriser facilement. Une œuvre, c'est un puzzle. Et comme la musique occidentale est organisée comme un langage, si on sait reconnaître les mots, les phrases, donner un sens, alors tout devient clair et tout devient mémorisable. Mais l'exemple que je donne souvent aux gens, tout le monde a appris une fable de La Fontaine, un poème. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sens. Mais si vous devez apprendre une fable de La Fontaine avec juste les lettres en disant il y a d'abord un B, puis un C, puis ceci, c'est impossible. Donc la clé, elle est d'abord dans la compréhension du langage. Si tu avais un conseil à donner à une jeune musicienne ou à un jeune musicien qui souhaiterait en faire son métier, quel serait ce conseil ? C'est une bonne idée et qu'il faut évidemment avoir conscience des difficultés que ça représente. Et donc, il faut avoir conscience de l'investissement qu'il faut y consacrer parce que c'est quelque chose qui doit aller au-delà d'un apprentissage. C'est véritablement un mode de vie. On ne peut pas faire ça j'allais dire en dilettante. Non, bien sûr, mais même en n'y consacrant qu'une partie du temps, faut y consacrer sa vie, quoi. Voilà. Donc c'est quand même un investissement duquel il faut être conscient et puis avoir une grande constance et être bien entouré, parce que c'est ça aussi. Moi, je suis toujours étonné dans les parcours de musiciens. Il y a quand même un parcours qui se dessine en général assez fréquemment, qui est celui des jeunes comme moi qui sont nés dans une famille où on faisait de la musique, où on a tout fait pour favoriser ça. Mais il y a aussi les cas complètement inverses. C'est-à-dire des gens qui ont commencé la musique alors que personne n'en faisait chez eux, uniquement parce qu'eux, ils voulaient vraiment en faire, qui ont tout fait pour ça et où ça a marché aussi. Et on dit toujours qu'il faut commencer très très jeune. C'est vrai d'un point de vue
neuromusculaires, etc. Mais on a aussi des exemples de gens qui ont commencé tard et qui étaient tellement motivés qu'ils ont réussi aussi à faire carrière extraordinaire. Donc il y a quand même il y a différentes façons d'envisager les choses. Mais en tout cas, il faut être conscient que c'est un vrai, c'est plus qu'un métier, voilà. C'est une vocation. Voilà, c'est une vraie vocation, exactement, et qu'il faut savoir, ce qui n'est pas toujours facile, aussi aller frapper aux bonnes portes. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. D'accord. Mais bon, c'est enthousiasmant aussi. Alors, Yves, on est obligé d'évoquer la crise actuelle de la Covid pour les métiers de la culture. Je voulais savoir, d'une part, comment tu vivais cette période, quel était ton état d'esprit, et puis si tu avais quand même des projets là, à l'étranger, en France, et puis dans le Berry. Alors, d'abord, la première chose, c'est que c'est effectivement très très difficile pour tout le monde de la culture, mais pour bien d'autres domaines aussi. Donc c'est vraiment une période très particulière. Dans laquelle moi je suis relativement privilégié parce que comme j'enseigne, je suis toujours enseignant et donc j'ai au moins cette activité-là qui permet d'être accroché à une certaine activité, donc de ne pas être complètement sans voilà. D'autre part, l'aspect positif pour moi, c'est que ça m'a permis d'avoir du temps pour à la fois apprendre des œuvres nouvelles que j'avais jamais jouées. Et il faut quand même du temps pour ça. Donc, je passe beaucoup de temps en ce moment, avec grand plaisir, à apprendre des œuvres. Donc, ça, c'est très, très bénéfique, je dirais. Et aussi à réfléchir sur ce que sera l'après. Parce qu'on se dit tous que ça ne sera pas tout à fait pareil. Je pense que les gens vont toujours avoir envie, encore plus d'ailleurs, de se retrouver pour aller en vrai écouter de la musique et pas seulement dans ce qu'on peut faire d'une façon un peu digitale en ce moment. Ça, c'est normal. Donc ça, j'ai un bon espoir que quand ça reprendra, les gens... on l'a mesuré d'ailleurs. Au mois d'octobre dernier, par exemple, on a fait la nuit Chopin ici dans le Berry, qu'on fait chaque année. Mais comme on n'avait pas pu faire de choses au mois de juin, au mois de juillet, on a fait une nuit Chopin sur un week-end. Et ce week-end a été absolument fantastique parce que des gens sont venus de partout. On a eu énormément de monde et des gens qui nous ont écrit en disant « mais c'était génial, il faut absolument refaire le week-end l'an prochain, on a adoré, on a passé... » Voilà. Donc on voit que les gens sont très très demandeurs. Maintenant, d'un autre côté, moi j'ai aussi fait des choses que je ne faisais jamais. Par exemple, comme je vais 2 ou 3 fois au Japon par an, mais que là je n'ai pas pu y aller déjà depuis 1 an et demi et j'irai encore probablement pas avant le mois de septembre prochain, il y avait une forte demande quand même pour avoir comme je fais beaucoup de masterclass là-bas, quand même une façon d'enseigner pour eux. Et je me suis j'ai proposé de faire des vidéos pour un petit peu comme on fait des cours particulier avec un étudiant, mais en leur demandant donc d'enregistrer, eux ils jouent l'œuvre, de me l'envoyer, et ensuite à partir de ça, je faisais un véritable cours vidéo lui aussi, mais avec des incrustations d'images, avec les informations sur la partition, etc. Donc j'ai fait un vrai travail assez conséquent qui m'a demandé beaucoup plus de temps que bien sûr que ce que je fais d'habitude, mais qui m'a passionné. Et qui surtout a été reçu là-bas par tous les Japonais qui ont souscrit à cette formule, parce que pour eux, c'est devenu un véritable trésor. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est pour eux, uniquement pour eux, et qu'ils peuvent consulter quand ils veulent, s'y référer, parce qu'il y a plein de notions qui sont des notions générales. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être aussi à réfléchir, et c'est pour ça que je réfléchis maintenant, à peut-être créer quelque chose sur Internet où les grands sujets... musicaux que j'aborde en général, d'une manière assez fluide dans des masterclass que je peux faire, mais qui sont temporaires parce que par définition elles sont pour un public qui est là. Eh bien, si on les organise et qu'on les met en vidéo, ça peut être un accès aussi à beaucoup plus de monde et aussi quelque chose qui reste, qui est finalement quand même l'expérience d'années et d'années de compréhension, de recherche sur des domaines spécifiques qui sont vraiment la musique romantique, le piano et l'interprétation. Donc c'est assez ciblé, mais ça touche énormément de monde. Et ça peut toucher, d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est que ça peut toucher à la fois, bien sûr, des professionnels, des jeunes professionnels qui sont demandeurs de tout ça, mais aussi des amateurs. Des grands amateurs qui jouent pour leur plaisir et simplement qui ont envie de savoir comment je peux faire pour que le piano sonne mieux, comment je peux faire pour mieux apprendre, pour mémoriser, comment je peux faire pour mieux comprendre la partition. Donc tout ça, je peux tout à fait le faire. Donc je pense que je vais le faire.
Yves, dans Goodberry, j'aime bien terminer la conversation par une question qui est liée à notre territoire, si tu veux bien. Quel est l'endroit que tu aimes particulièrement en Berry ? Cette demeure de Georges Sand qui est à Nohant et sa petite place, c'est un lieu qui est tellement chargé d'histoire, tellement resté, préservé en plus, que c'est vraiment l'endroit où j'ai plaisir à retourner. À chaque fois que j'y retourne, d'ailleurs, je prends des photos. Alors, je ne sais combien de kilos de photos de Nohant, de l'intérieur, de l'extérieur, de nuit, de jour. Je crois que j'en ai même sous la neige, ce qui est assez rare. J'ai même une photo j'ai une petite voiture ancienne que j'ai réussi un jour à faire entrer dans la cour comme si j'habitais à Nohant. Très gentiment, les gardiens m'ont autorisé. Et donc, non, c'est vraiment un endroit magique. Même s'il y a plein d'autres petits endroits aussi, petits ou pas d'ailleurs, parce que Gargilès, je trouve que c'est un endroit génial. Qui est lié à Georges Sand. Qui est aussi d'ailleurs lié à Georges Sand et Chopin. Mais même d'autres lieux. Je parlais aussi récemment de la petite église de Montlevis, qui est dans, voilà, ce sont des sites ruraux absolument charmants et c'est très varié en fait. Il peut y avoir aussi, comme il y a des grands chemins par lesquels on peut se promener et tout d'un coup trouver des vestiges de ce que le chemin de fer a installé dans les années 1850 dans le Berry. Il y a des ouvrages d'art absolument incroyables. Tout d'un coup, au détour d'un sentier, on voit un pont, on voit toutes sortes d'éléments qui sont maintenant intégrés à la nature, mais qui sont des témoignages aussi de toute une activité à l'époque. Donc, mais évidemment, Nohant, ça reste le lieu privilégié, et aussi par les activités que j'y ai avec le festival, qui est un festival qui compte énormément à l'étranger, en France, à l'international, avec je ferai sans doute un jour le compte des concerts que j'y ai organisés avec toute l'équipe du festival. Depuis 1995, on est quand même déjà en 2021. Alors bien sûr, l'année dernière, ça a été un peu spécial. Cette année, on espère que tout est prêt, en tout cas, pour renouer, redémarrer avec un programme très, très beau. On verra ce qu'il en est. Il est trop tôt encore pour le dire, mais on espère en tout cas. Avec beaucoup d'artistes français, parce que le bémol, c'est que pour l'instant, évidemment, les étrangers peuvent difficilement voyager. Bon, en Europe un petit peu, donc c'est plus simple. Enfin, on va voir. Et puis aussi beaucoup de concerts qu'on a développés autour du festival, mais ce qu'on a appelé le Nohant Festival Chopin hors les murs, qui nous permet d'aller aussi dans beaucoup de petites communes, jouer à Saint-Ouen, dans la Brenne, du côté de Valençay, toucher aussi tout un autre public qui vient pas forcément à Nohant, même ici aussi à l'hôpital, à Châteauroux, enfin beaucoup de choses, à l'aéroport. On a, voilà. Et quand tu parles de hors les murs, c'est des murs physiques ou des murs psychologiques ? Alors, c'est les deux, justement. C'est une très bonne remarque, parce que c'est vrai que l'idée, c'est de briser un peu les murs. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire sortir le festival aussi des murs de la salle de concert, parce que plein de gens ne vont pas forcément au concert. Yves, si on veut te contacter ou te suivre sur les réseaux sociaux, ou pour te suivre en concert, où est-ce qu'on te retrouve ? Alors pour l'instant, je dois dire que, en principe, non, je suis à la fois sur Facebook, sur Instagram et sur quoi, Twitter peut-être, mais comme c'est pas moi qui m'en occupe, c'est ma fille très gentiment qui m'a dit il faut absolument que tu y sois. Je suis pas très très performant. Ceci dit, je pense que je vais le devenir justement d'autant plus parce qu'en ce moment on est quand même très très lié avec tout ça, et si je suis en train de réfléchir donc à cette possibilité de communiquer un peu de ce que j'ai appris en musique sur Internet, et bien entendu ça passera aussi par les réseaux sociaux. En tout cas, merci mille fois Yves pour cette conversation. Comme toujours, c'était un véritable plaisir. Merci à toi. À bientôt, j'espère, dans les salles de concert. Absolument, avec plaisir. Hello, j'espère que ça vous a plu. Vous le savez, le podcast est gratuit et j'ai vraiment besoin de vous pour le faire connaître. Pour pouvoir exister face aux podcasteurs privés qui ont les moyens d'être référencés, pouvez-vous partager la page Facebook de Goodberry à vos amis. C'est le seul moyen que ce projet local soit connu et donc écouté. Merci encore. Rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. Portez-vous bien.